Allez, on déballe tout ça. Faisons le point sur les questions assez dingues. Comment une facture politique peut passer de 71 milliards à 14,5 milliards d'euros du jour au lendemain? C'est vrai que c'est un grand écart assez vertigineux, surtout quand on regarde le programme économique du Rassemblement national. Et l'objectif de notre plongée en profondeur aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser le coût et la viabilité financière de ce programme. On va s'appuyer sur les rapports d'instituts indépendants, genre l'Institut Montaigne, l'IFRAP et l'OFCE. Exactement. La mission, en gros, c'est de décortiquer les chiffres bruts et les obstacles juridiques, quoi. Par contre, petit avertissement d'impartialité très important avant de commencer, il n'y a aucune prise de position politique ici, on se limite à rapporter de manière strictement neutre les faits, des sources. Voilà, c'est ça. On est là pour analyser, pas pour juger ou cautionner une idéologie. C'est un peu comme faire inspecter les fondations d'une maison avant de l'acheter. La façade est hyper attrayante, mais que disent les experts sur la solidité des murs en fait? Pour évaluer la solidité de cette maison, il faut d'abord regarder le prix total estimé. Et là, ça varie drastiquement. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Institut Montaigne estime le surcoût net à 71 milliards d'euros par an, mais de l'autre côté, l'IFRAP l'évalue à seulement 14,5 milliards. Oui, et cet écart énorme s'explique assez simplement en fait. L'IFRAP a purement et simplement exclu de son calcul les mesures qu'il juge inapplicables. D'accord. Genre des mesures trop compliquées à passer tout de suite. C'est ça. Prenez l'abrogation de la réforme des retraites, par exemple. Revenir en arrière, ça coûterait environ 34,7 milliards d'euros par an. Ah ouais, c'est pas rien du tout. Pas du tout. Donc face à la pression des marchels, le parti a scindé son projet en deux temps. Il y a le temps d'urgence, d'un côté, et le temps des réformes, de l'autre. Surtout avec une dette française à 113% du PIB en 2024, c'est compréhensible. Exactement. Du coup, ça soulève une question un peu piquante. Promettre des baisses de TVA massives, qui pourraient coûter jusqu'à 17 milliards, tout en attendant un audit, c'est un pari risqué. C'est une stratégie qui fait beaucoup débattre, oui. C'est comme commander un festin au restaurant en prévoyant de vérifier son compte en banque seulement au moment de l'addition, quoi. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce glissement temporel vise uniquement à rassurer les créanciers internationaux. Pour éviter que les taux d'intérêt explosent si les investisseurs prennent peur, j'imagine. C'est exactement le but. Mais alors, vu que les dépenses promises sont immenses, comment elles sont financées sur le papier? En théorie, le programme compte financer ces mesures en coupant les aides aux étrangers et en baissant la contribution à l'Union européenne de 2 milliards. Mais la réalité juridique bloque ces solutions, non? Totalement. Le Conseil constitutionnel garantit l'égalité devant l'impôt, ce qui bloque direct l'idée d'une exonération ciblée pour les moins de 30 ans. Ah oui, c'est logique. Et pour l'Europe, les traités interdisent les baisses unilatérales de contributions. Et au-delà du droit, il y a aussi les chiffres réels de l'immigration, non? Oui, selon l'OCDE, les immigrés rapportent en fait un gain net d'environ 1 point de PIB à l'État. C'est fou. Moi, ça me fait penser à une analogie avec une fuite d'eau, en fait. Une fuite d'eau, c'est-à-dire? Essayer de faire des économies en coupant l'immigration sociale, ça pourrait finalement aggraver le déficit global au lieu de le réduire. La fuite devient une inondation. Si on relie ça à la situation globale, c'est exactement le risque d'un choc macroéconomique majeur. Un vrai scénario catastrophe, quoi. Voilà. Une telle hausse du déficit non financier risquerait de reproduire la crise britannique de Liz Truss en 2022. Et ça affolerait complètement les marchés. Et c'est là qu'on voit pourquoi c'est crucial pour ceux qui nous écoutent. Avec un déficit actuel de 5,8%, un emballement de la dette menacerait des choses très concrètes. Oui, ça toucherait directement la capacité de l'État à financer ses services publics essentiels. Sans parler de l'impact direct sur le pouvoir d'achat général. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au final? Ça montre que la mécanique budgétaire est un exercice d'équilibriste extrêmement fragile. C'est pas juste des promesses en l'air. Ce qui amène une réflexion finale assez inédite. Si un protectionnisme agressif et une instabilité budgétaire font exploser les coûts d'emprunt des entreprises françaises, Oui, c'est le gros risque dont on parlait. eh bien, est-ce que les mesures censées protéger le pouvoir d'achat national ne risquent pas, paradoxalement, de détruire les emplois industriels qu'elles tentent de sauver? C'est une vraie contradiction. Une question qui mérite vraiment d'être explorée à fond par la suite.